Salut et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussite en IFSI et je t'emmène toutes les 2 semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière. Salut Luc et bienvenue dans le podcast. Alors du coup, vas-y je t'en prie, présente-toi. Je m'appelle Luc, j'ai 23 ans. J'ai fait l'IFSI directement après le bac. Du coup, suite à ça, j'ai commencé tout de suite en soins intensifs de pneumologie, aussi appelé USIP. J'ai commencé là-dedans parce qu'on a peu de patients en charge par rapport au service en général, que les patients sont télémétrés, sont scopés. Donc on voit en continu leur système cardiovasculaire et leur respiration, voir comment ils vont leur état de santé général. Comme ça, s'il y a une urgence, on peut réagir dans l'immédiat, contrairement au service dit de salle, service classique. Ça fait à peu près 1 an que j'y suis. En pathologie prévalente dans mon service, il y a tout ce qui est embolie pulmonaire. On a un centre de référence. On a aussi tout ce qui est hémoptysie. Donc c'est quand un patient crache du sang. Donc c'est l'hémoptysie de moyenne abondance à grande abondance seulement. Si on fait 2 crachats sanglants, on va pas venir en soins intensifs. Par contre, si on crache 20 millilitres ou 200 millilitres, là on va venir en USIP. Par rapport à cette pathologie-là, en USIP, on peut faire différentes choses. Donc on va d'abord surveiller tout ce qui est crachat sanglant. Et s'il y a beaucoup trop de crachats, on peut être amené à artériomoduler le patient. Ça veut dire qu'on va avoir un examen où on va faire comme un point de colle au niveau de l'artère bronchique qui saigne, pour éviter que les crachats se répètent et que ça puisse amener à une mort du patient avec une hémorragie. Ça arrive parfois. En USIP, ce qui est spécifique aussi, c'est qu'on a tout ce qui est pneumopathie infectieuse, fibrose. On a aussi beaucoup de Covid, voilà, évidemment. Mais ça, honnêtement, c'était dur quand on arrive en soins intensifs, parce que le Covid, on a l'image qu'on a des médias où c'est grave, tout ça, ce qui est vrai. Dans un service plus classique, on a des Covid plus légers, on va dire, qui s'améliorent souvent, qui vont bien. On a des Covid qu'on arrive souvent sous 6 litres ou 9 litres. On peut passer à beaucoup plus, qu'à 50-60 litres, et même être intubé. Voilà. Tu dis 6 litres, on parle de litres d'oxygène, ça, de litres Ouais, d'eau. c'est 6 litres par minute, c'est au masque. Parce que par rapport à l'oxygène, c'est savoir qu'il y a différents degrés et différents appareillages. Entre 1 litre et 4 litres, c'est des lunettes, donc c'est le fil qu'on a dans le nez. Au-delà, on va mettre un masque parce que si on met 9 litres, on va dire, aux lunettes, ça peut brûler le nez, ça fait des saignements nasaux. Donc c'est pas terrible pour le patient ni pour nous. Donc de 6 litres à 9 litres, on a le masque simple, donc c'est le masque classique qui couvre le nez et la bouche. De 9 litres à 15 litres, on a le masque haute filtration avec le gros sac qu'on doit bien gonfler, sinon ça sert à rien. Ça aspire que le carbone. On peut monter jusqu'à 50 litres. Ce masque-là, quand c'est une urgence vitale. Un 50 litres, on va enlever le masque, on va mettre le Bavu. Bavu que tu connais bien en tant que fille en urgence. C'est le gros masque vert avec le ballonnet qu'on gonfle nous-mêmes avec la main. Et arrivé à ce stade-là, on va prévenir le médecin, on va faire 2 choses possibles. Soit on passe à l'Optiflow, donc c'est une machine qui, comme des lunettes à oxygène un peu plus grosses, qui envoie jusqu'à 60 litres d'oxygène par minute avec un degré de FiO2. Donc le FiO2, c'est l'oxygène qu'on envoie dans le nez du patient. Dans l'air respirable, nous tous, c'est 21% de FiO2. C'est la base. La FiO2, on peut monter à 100%. Ça veut dire qu'il n'y a que de l'oxygène qu'on envoie. Il n'y a pas d'azote, il n'y a rien. Il n'y a que de l'oxygène. Quand un patient est sous Optiflow, c'est pour un temps limité et ça va nous permettre de voir s'il y a une amélioration. Est-ce qu'on va pouvoir enlever le petit flot et repasser au masque, ou s'il y a une dégradation, ou si ça stagne sur le long terme, ça peut dire qu'on va nous emmener vers l'intubation. L'intubation, c'est quelque chose qui est assez important, qui est grave, parce que c'est un geste où on va du coup endormir le patient, on va le curariser souvent, donc c'est-à-dire qu'on va bloquer ses muscles pour pas qu'il y ait ces mouvements, qu'il arrache le tube, etc., etc. En fait, on va le faire respirer mécaniquement avec une machine qui va tout faire pour lui. Ça va être pendant un temps limité, on espère, pour après enlever le tube, etc., etc., pour que le patient reprenne sa respiration. Malheureusement, parfois, on ne peut pas enlever le tube. Quand on peut pas enlever le tube parce que le patient n'arrive plus à respirer de lui-même correctement, on peut être amené à trachéotomiser le patient. Donc c'est qu'on met un trou au niveau de la trachée pour faire respirer. Là, c'est un geste qui est aussi impressionnant, qui se fait au bloc opératoire, qu'on ne fait pas tout le temps de manière longue. Il y en a qui ont une trachéotomie définitive, d'autres qui ont une trachéostomie. Donc c'est une trachéotomie qu'on va être amené à enlever au bout d'un moment pour refermer les voies respiratoires et les faire parler normalement. Pour les patients, c'est un geste qui est assez lourd parce que ça impacte leur image corporelle, leur bien-être, ça impacte plein de choses pour eux. Ils peuvent plus parler correctement. Pour eux, c'est très très dur, mais pour nous, ça permet de les maintenir en vie. Donc pour nous, c'est quand même très important. C'est sûr. J'en profite pour faire un petit rappel. Tu as parlé de trachéotomie et de trachéostomie. Ouais. Moi j'étais le premier à l'époque en étant étudiant à confondre les deux. Est-ce que tu peux en quelques mots bien définir la différence entre la trachéotomie et la trachéostomie? La trachéotomie, c'est le geste qui va être
définitif. C'est-à-dire qu'on va garder une trachéotomie jusqu'à la fin de notre vie. Trachéostomie, c'est qu'on a une trachéotomie, on a un trou au niveau de la trachée, mais c'est pour une durée limitée. C'est pas à vie. Voilà, Ok, c'est à super. peu près tout. Et du coup, alors, tu parlais de la charge des patients tout à l'heure. Donc, on n'avait pas précisé, mais c'est vrai que du coup, l'USIP, est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie déjà? Alors, UGIP, c'est unité de soins intensifs en pneumologie. Sur Internet, on trouve beaucoup soins intensifs en psychiatrie. C'est pas notre travail du tout. Nous, c'est pas la psychiatrie, c'est de la pneumologie, vraiment. Et du coup, toi, t'as combien de patients à charge en général? Alors, ça varie. On peut avoir jusqu'à 5 patients maximum, sachant que quand on a un intubé, on en aura forcément un de moins que les collègues. Voilà. Ok. Donc, si je résume, c'est une unité dans laquelle tu peux trouver des patients qui sont intubés ou pas. Ouais, Et, ouais. euh, et du coup, tu parlais un peu des pathologies tout à l'heure. C'est quoi les principales pathologies que toi, tu peux voir dans ton service? Alors, tout ce qui est embolie pulmonaire grave, où le patient il est alité par défaut, Ouais. voilà, jusqu'à ce qu'on l'anticoagule correctement pour passer en péros avec les liquides, tout ça que tu connais déjà. Donc ça, c'est la pathologie, on va dire, où on est la référence en hôpital. Ok. Après, il y a aussi tout ce qui est infection pulmonaire grave, où on ne sait pas encore ce que c'est, donc on va venir chez nous, parce qu'ils sont très oxygéno-requérants. Donc on va beaucoup oxygéner, on va mettre des antibiotiques, d'abord de première intention, tout ce qui est amoxicilline, tazocilline, tout ça, avant d'avoir l'origine infectieuse précise pour mettre un tuyau adéquat. Après, on aura aussi tout ce qui est Covid-19, qui nous a donné beaucoup de légitimité pendant ces 2 années. Et après, on aura aussi tout ce qui est fibrose. Ok. Toi, donc là, ça fait un an que tu travailles en USIP. C'est quoi ce qui te plaît là-bas? Si par exemple tu devais, à la place d'un étudiant, si tu devais vendre ton service à quelqu'un, qu'est-ce qui te plaît là-bas? Alors, moi, ce qui me plaît déjà, c'est la sécurité, parce que le fait que les patients soient télémétrés, donc scopés, ça peut faire peur au premier abord, mais en soi, c'est quelque chose de très rassurant, parce que ça veut dire que on sait tout le temps comment rendre nos patients. On a un médecin qui est disponible 24 heures sur 24, donc s'il y a besoin, on peut appeler quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un qui est disponible. Ça, c'est très rassurant parce qu'on sait les classiques, le patient, on ne sait pas comment il va tout le temps, on peut aller le voir et voir qu'il est en arrêt depuis 15 minutes ou plus et on n'est pas au courant. En soins intensifs, c'est pas possible. Et Voilà. tu parles de télémétrie justement. Tous les patients en USIP sont tous télémétrés. Oui, oui. Ok, d'accord. Quand ils ne sont pas télémétrés, c'est sur demande médicale, c'est des patients qui sont là depuis un moment, qui n'ont plus rien à faire en USIP, ou c'est qu'on ne trouve pas de place ailleurs. Typiquement, un patient qui est SDF, qui était en foyer avant, il est venu chez nous pour un Covid, on l'a guéri, il a eu des escarres assez importants, il fallait qu'on trouve une place par rapport à ces escarres, donc c'était en SSR du coup, Ouais, il n'y avait pas de place disponible, on l'a gardé du coup chez nous. Forcément, c'est une surveillance qui était moins intensive qu'avant, bien sûr. parce que chez nous, il y a un tour par 4 les patients, donc c'est toutes les 4 heures, on va voir comment ils vont automatiquement. Ok. Donc un patient qui est plus stable, ça un patient dit de salle, selon nous, on va le passer en tour par 8, donc on va le voir moins régulièrement. La nuit, on va le laisser dormir typiquement. Et lui, on va pouvoir être amené à enlever le scope. Au début, on va d'abord regarder que la saturation, donc le capteur au doigt ou à l'oreille pour voir la respiration, ou bien que le CG, voir le cœur. On va faire ça avec les patients, les médecins, on va tout voir. Voilà. Au niveau de la charge de travail, pour toi en USIP, elle est comment? Alors quand on démarre en musique au tout début, c'est très très lourd, parce que c'est des soins qui sont... c'est des gestes et des soins qui peuvent paraître longs, compliqués, nouveaux. Typiquement les cases du sang en musique, on en fait beaucoup. Ouais. Voilà. Est-ce que tu Ça, je vais peux, pas tu peux, commenter. tu peux rappeler, on sait jamais hein, pour les Le gaz du auditeurs. sang, c'est une ponction au niveau artériel, donc c'est souvent à ce niveau-là qu'on l'a fait. Ouais. En fait, on sort le pouls radial et on va piquer du coup à ce niveau-là, au niveau du pouls. C'est un geste qui est assez douloureux pour les patients parce que l'artère est entre l'artère et le tendon. Du coup, si l'aiguille touche l'artère ou le tendon, le patient aura mal. Ouais. Donc ça, faut le savoir. Il faut y aller assez perpétuellement quand on pique le patient. Si on y va de manière tunnalisée, donc comme ça, on va faire mal au patient automatiquement. Ça, c'est un geste qui est assez compliqué parce que le patient peut être amené à bouger, à avoir l'espace, donc on peut rater l'artère, donc ça peut être on peut être amené à recommencer. Ouais. Il faut aussi bien sortir l'artère du patient. Quand on a un patient qui est bradycarde, qui a 39 de pouls, ce qui est déjà pas terrible, et qu'il se désature sur un point de vue, d'oxygène, enfin oxygène récurrent, qui passe de 2 litres à 15 litres, typiquement, on va faire un gaz du sang pour comprendre ce qui se passe, pourquoi il se dégrade. C'est des gestes qui sont très compliqués parce que c'est de l'urgence dans ce cas-là. Donc là, c'est stressant de par la situation. Donc il faut qu'on réussisse vite. Mais du coup, faut pas se rater non plus. Parce que si on a un ingrédient qui est veineux, ça peut être techniqué, mais c'est plus compliqué à analyser et à interpréter le résultat. Bien sûr, parce que du coup le sang veineux est beaucoup moins oxygéné et c'est 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 ça, pas du tout une c'est valeur ça. sûre Du par coup, on n'aura rapport à. pas les données qu'on veut. Dans le sang oxygéné, donc le sang artériel qu'on recherche, on regarde le pH.
On regarde la PO2, donc c'est le niveau d'oxygène dans le sang, la PCO2 et les lactates. C'est vraiment ça qu'on regarde en priorité. Donc là, si voilà, si vous connaissez pas vos normes au niveau du gaz du sang, je ne vais pas vous dire que ça sert à rien, faut les réviser, faut les connaître par cœur. Voilà. Et du coup, tu disais que la PO2, donc on est bien sur l'oxygénation dans le sang. Et est-ce Ouais, que tu peux terminer la PCO2, c'est quoi exactement? c'est le carbone dans le sang. Voilà. Ok. Si le carbone est trop important dans le sang, ça peut empoisonner le sang, donc ça peut faire monter ou descendre le pH, et ça peut amener à une dégradation rapide du patient. Donc ça, on va éviter aussi un maximum. Si la PCO2 est trop élevée, ça peut être dû à une hypercapnie, donc des PCO ou asthme, j'en ai pas parlé d'ailleurs, c'est quand même assez important. Le PCO, c'est la deuxième maladie du tabac qu'on retrouve assez régulièrement chez nous. C'est des patients qu'on va du coup être amenés souvent à mettre sous VNI. Donc c'est des ventilations non invasives, contrairement à l'intubation, c'est invasif. Donc là, c'est pour stabiliser du coup les gaz du sang, pour les rendre normaux. Et du coup, ces patients-là, si on ne stabilise pas les gaz du sang, le risque, c'est qu'ils se fassent une hypercapnie et qu'ils fassent un coma. Et du coup, au niveau donc tu nous as parlé du gaz du sang, qui est quand même le soin de référence au niveau de la pneumologie. Ouais, Est-ce qu'il y ouais. a d'autres soins que tu t'es amené à faire souvent en USIP? Tout ce qui est gestion d'urgence, massage cardiaque, on en fait, intubation, on en fait, donc on maîtrise tout ce qui est drogue, catécholamine, méthode d'intubation. Ça te met arrive chez nous, on est formé à ce niveau-là, tous les collègues, ils en parlent tout le temps, donc on va vite être attaqué à ce niveau-là, faut connaître par cœur. Parce que dans l'urgence, c'est beaucoup d'anticipation. En fait, on parle souvent d'urgence en soins intensifs, ou en réanimation, ou même aux urgences, comme toi, mais on remarque que souvent, quand on est infirmier et qu'on est habitué aux urgences, on anticipe. On voit ce qui se passe, on prépare en général tout avant. C'est ça, quand un médecin arrive qui dit on fait ça, ben on est prêt. Je pense que tu peux confirmer à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Et alors, on va se mettre dans la peau d'un étudiant ou d'un futur diplômé ou juste d'un infirmier qui aimerait rejoindre l'USIP. Est-ce qu'il y a des choses, des petits conseils, des petits tips, ou alors tout simplement des choses qu'il faut savoir avant parce que c'est des bases en USIP? Tout ce qui est embolie pulmonaire, faut les connaître. Ouais. Voilà. Tout ce qui est signes cliniques, faut les savoir aussi. Les signes d'urgence, les signes de choc. Mais du coup, faut reconnaître l'urgence, savoir les gérer. Et surtout en soins intensifs, il y a un truc qui est important, c'est qu'on est une équipe on a peu de patients, donc on est une équipe qui est assez grande. Quand on ne sait pas quelque chose, il faut le dire. Vaut mieux dire qu'on ne sait pas et se faire aider que faire et mal faire. Je pense que ça, c'est dépendant pour tous les services, hein. C'est un point important quand on est étudiant, c'est de ne pas Ouais. traîner des lacunes et de continuer sur ces lacunes-là, c'est de toujours se remettre en question. Même nous, hein, en tant que professionnels, Ouais. on doit tout le temps se remettre en question. Mais je sais que typiquement, quand on arrive dans un service, moi c'était mon cas, arriver et dire, je sais pas, c'est quelque chose qui est compliqué, mais il faut le dire. Parce que si on ne le dit pas, ça va se voir, et ça va ralentir les soins, et ça peut avoir une conséquence pour le patient. Donc vraiment, faut pas hésiter. Tu parlais du coup de situation, tu voulais nous raconter une anecdote, une situation que tu as vécue. Je voulais pas dire quelque chose typiquement qui peut être important dans chaque service, c'est que le jugement qu'on a sur un patient, les jugements cliniques peuvent altérer la prise en charge de l'urgence. J'avais un patient qui était drépanocytaire, donc c'est un gène dans le sang qui fait qu'on est souvent très très douloureux, on a des crises. Et c'est un patient qui a eu une forte douleur et qui commençait à bradycarder, qui de base tapait à 120. Donc, pour lui, la bradycardie tape à 70, on savait qu'il y avait un problème. Voilà. Ouais, Parce que le 170, 50 d'un coup, c'est bizarre. bien sûr. Donc il y avait ça, il respirait beaucoup moins bien, il a vomi, il a fait une crise de convulsion, et d'un coup il est dans le vague et il ne réalisait plus quand on lui parlait. On avait encore un pouls, mais qui faiblissait petit à petit. Donc le patient, on l'a massé durant 40 minutes avec les médecins réanimateurs. On a injecté 10 mg d'adrénaline, on l'a intubé dans l'urgence, on a fait tout ce qu'il fallait. Et après coup, on a dû faire une autopsie, parce que le patient, malheureusement, on l'a pas récupéré. Et on a vu qu'il a fait un hémopéritoine. Donc c'est du sang qui développe dans le péritoine, qui fait une hémorragie, qui fait que le patient décède. C'est une urgence qu'on voit notamment au niveau du scanner. Donc nous, en fait, on n'a pas pu le voir pour en parler. Mais le principal symptôme de cette urgence-là, c'est une forte douleur. Comme c'est une patient drépanocytaire, donc douloureux, il avait en place PCA, PSE d'accupant, tout ce qu'il fallait pour la douleur. Donc il nous dit, j'ai mal, on lui dit, bah, il votre PCA. On n'a pas à chercher plus loin. Alors que si on a cherché plus loin, on aurait pu se dire, on fait un scanner en urgence et donc, donc, la situation d'un patient, elle est importante. Il faut la connaître tout le temps pour en passer en charge, sinon pas bien prendre en charge. Il faut pas oublier que chaque élément est important. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qu'on côtoie, en tout cas notamment dans mon service d'urgence. En fait, on a un centre de référence pour les patients drépanocytaires. Et Ouais. c'est vrai que c'est des patients dont la prise en charge peut être très vite dans le jugement parce que c'est des patients qui viennent pour être soulagés et sans rentrer dans les détails. Il y a
il y a des questions qui se posent sur est-ce que les patients viennent vraiment pour des douleurs ou Ouais, pour demander en fait une prise d'opiacés pour ouais, lesquelles en fait ils peuvent tout à fait. développer une addiction, ce qui est tout à fait normal, hein, sans tomber dans le jugement. Et du coup, c'est des patients qui sont toujours douloureux. Pour refaire le petit point rapide, dans la drépanocytose, c'est les hématies, donc les globules rouges des patients qui sont en forme de fossiles et qui ne sont pas en forme biconcave, donc en forme ronde, autrement dit. Donc le fait que ces globules rouges soient en forme de fossiles, ils viennent en fait s'agglutiner les uns dans les autres et ils créent des petits thrombus qui créent cette douleur, justement. Ouais, Et là, malheureusement, une des seules prises en charge qu'on peut avoir sur ces patients-là va être l'antalgie, et notamment par des opiacés comme de la morphine, parfois de la kétamine. Mais c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose d'autre pour la prise en charge, à part ouais, évidemment oxygéner la personne et le mettre sous couverture chauffante. Voilà. ouais. Et du coup, c'est vrai que la prise en charge de la douleur peut être parfois un peu compliquée chez eux. Donc ça, je voulais en parler parce que chaque signe, faut l'analyser vraiment. Faut pas être dans le jugement du patient, même si c'est compliqué, surtout ces patients-là. C'est pas méchant ce que je dis, c'est un fait. On juge les patients en disant ils ont mal, mais on peut rien faire de plus parce qu'on a tout mis en place. Mais il faut chercher plus loin que ça. Après, chaque urgence en soins intensifs, elle est compliquée. Donc après chaque urgence en général, on cherche à faire un point d'équipe pour en parler, voir ce qu'on peut améliorer, etc., etc. Les premières urgences, on n'est pas à l'aise. C'est normal. On n'est pas à l'aise, on ne sait pas trop quoi faire, donc on observe beaucoup. Et avec le temps, on va plus réagir, plus agir, et on va aussi beaucoup anticiper. Typiquement, je sais que ma première intubation, ça s'était très mal passé, ça avait duré beaucoup de temps, le patient avait mis longtemps à remonter de la saturation, alors qu'on était dans le poumon comme il fallait. La dernière intubation que j'ai faite, elle a duré 7 minutes. Voilà, pour comparer. Et qu'on se donne un ordre d'idée pour les personnes qui sont pas familières avec l'intubation, parce que c'est vrai que on fait peu de stages, et l'intubation, c'est vraiment typique tu me diras si je me trompe, mais de l'AREA et de l'USIP. Je pense pas qu'on Ouais, on ouais, intube ailleurs. typiquement. Et du coup, ça dure combien de temps une intubation à peu près? Alors ça dépend de comment est le patient. Je sais le volet respiratoire que ça se fait, donc c'est donc mon médecin qui va le faire. Au niveau préparation, c'est maximum un quart d'heure, je dirais. Voilà. Au niveau geste en lui-même, ça dépend vraiment du patient et de comment le médecin arrive à entrer le laryngoscope et la sonde d'intubation dans le truc du patient. Voilà. C'est ça le plus compliqué. Pour nous, ce qui est médecin, enfin infirmier, tout ce qu'on doit préparer, c'est tout mettre à l'intubation. Donc la sonde, la lame, le laryngoscope, faut le tester, le capnographe, euh, le mandrin s'il y a besoin pour intuber. Donc c'est pour aider à passer à son intubation. Et après aussi tout ce qui est drogue, donc c'est le plus important pour nous au moment d'intubation. Donc il y a tout ce qui est hypnotique pour endormir le patient, pour l'endormir. Parce que c'est un geste qui est quand même assez douloureux, l'intubation pour un patient. On met un tube dans la gorge et on y va vraiment, on peut casser des dents. Bien sûr. C'est pas anodin. Donc il y a ça, et aussi tout ce qui est curare, donc c'est pour bloquer le patient, pour bloquer ses muscles, donc c'est un mieux relaxant. Ça va le paralyser, en quelque sorte. Et après, il y a aussi tout ce qui est, après, il y a tout ce qui est sulfasalazine, donc c'est pour l'antalgie du patient. Voilà. Donc ça, il faut le préparer en priorité. Et dès que ça va être injecté, on va pouvoir commencer le geste d'intubation lui-même. Quand on est infirmier, on va notamment regarder le scope pendant l'intubation et assister le médecin. Si le médecin prend trop de temps à intuber et qu'on n'arrive pas à son désature, on peut s'amener à dire stop, on ballonne le patient au bas-vue et on reprend après. Voilà. Ok. Et il y a un dernier point qu'on n'a pas forcément abordé, c'est la pluridisciplinarité. Euh, dans ton, dans ton travail à l'USIP en tant qu'infirmier, tu es amené à côtoyer d'autres médecins ou même d'autres professionnels. Qui est-ce que tu côtoies? Ouais, j'en ai pas parlé parce que je suis de nuit, donc de nuit forcément on voit moins les autres collègues d'autres services, mais je sais que dans mon service il y a beaucoup de kinésithérapeutes qui passent. La kiné pulmonaire est très importante pour apprendre à cracher, avaler, déglutir, tout ça, c'est très important. Tout ce qui est ORL aussi, on en a beaucoup. Avec les trachéotomies, c'est de l'ORL. C'est super intéressant l'ORL. On a aussi pas mal de chirurgie thoracique avec tout ce qui est drain, parfum pleural, tout ça. Ça, je n'en ai pas parlé parce que c'est pas spécifique à l'USIP, mais on peut en avoir. On a aussi tout ce qui est cardiologue, parce que forcément, vu que ça touche le système pulmonaire, le système cardiovasculaire, donc on va beaucoup travailler avec eux, avec les réanimateurs aussi, beaucoup, évidemment. C'est notamment les principaux professionnels qu'on voit chez nous, c'est kinésithérapeute, ORL, cardiologue, réanimateur. C'est ce qu'on a en priorité. Après aussi tout ce qui est orthophoniste, normal, après une intubation, faut prendre à boire, à déglutir, tout ça. C'est vraiment ce qu'on voit le plus chez nous, au-delà des médecins et infirmiers. Voilà. Ok, eh ben, merci beaucoup Luc. Bah, je t'en prie. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé rajouter ou tu penses avoir fait le tour?
Non, j'ai un truc à rajouter pour tous les étudiants, même après. De base, on est aide-soignant, n'oubliez pas, et le binôme aide-soignant-infirmier, il est vraiment important dans les soins. Ouais. Et c'est quelque chose qui se retrouve surtout dans les services où on a des intubations, parce que je sais pour être passé par l'AREA, c'est quelque chose dans laquelle Ouais. on travaille toujours en binôme. Et c'est Ouais. quelque chose qui est appréciable. En tout cas, Ouais. moi, je trouve ça très appréciable. C'est appréciable, un aide-soignant, même s'il n'est pas infirmier, c'est une ressource. Il connaît les services, il connaît les patients, il sait quoi faire, il connaît les urgences, il sait réagir. Et un aide-soignant, c'est pas juste s'occuper de derrière d'un patient. Ça, faut arrêter de croire ça, c'est une légende, c'est faux. Un aide-soignant, c'est un soignant à part entière, et c'est un soignant qui est indispensable. Sans ce soignant, l'infirmier, il peut pas travailler. Vraiment, faut pas l'oublier. Je suis totalement d'accord avec toi. Eh ben, merci beaucoup, Luc. Bah, je t'en prie, merci à toi. Si t'es encore là, c'est probablement que le podcast t'a plu. Alors n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire, ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis à la prochaine.